Avec tout ce qui se passe dans le monde, en Syrie, au Yémen, les actes terroristes aussi qui ont été commis au nom de l'islam récemment, ça pourrait être tentant de se dire qu'il y a un problème avec l'islam, justement, que le monde musulman est fédérateur de violence et de conflits. L'islamophobie, c'est un sujet que connaît bien ma prochaine invitée, Denise Elie. Elle est professeure titulaire à l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS. Formée en anthropologie, sociologie et sciences politiques, elle s'intéresse notamment aux minorités culturelles et elle a publié en février dernier un article dans la revue Sociologie intitulé La peur de l'islam. Et c'est ce dont je voulais lui parler ce matin. Bonjour, Madame Elie. Bonjour. Bon, d'abord, islamophobie. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'islamophobie au Canada? Et si oui, jusqu'à quel point c'est répandu? On peut en parler parce qu'on a sur le web, sur la toile, on a une série de corpuscules qu'on pourrait qualifier d'extrême droite, suivant la définition qui est propre en Europe, qui effectivement attaquent l'islam de manière totalement irrationnelle, je veux dire non fondée, sans aucune connaissance, et qui même projettent ou poussent à attaquer les musulmans ou à les faire disparaître. Donc il y a un mouvement d'islamophobie. Il n'est pas encore très fort, mais il est, à mon avis, il est en train de se conforter, particulièrement au Québec, parce que c'est plus fort à cause de tout le passé catholique que je pense de la province, où le sentiment anti-religieux est beaucoup plus fort qu'ailleurs au Canada anglais, comme dans toutes les sociétés catholiques, la France, la Wallonie par exemple, sont des endroits où ce qu'on pourrait appeler le fondamentalisme athée, c'est-à-dire la croyance que l'athéisme est la seule vérité au monde, sont très très fortes à cause de la puissance de l'Église catholique au XIXe et de tout le côté réactionnaire du Vatican et de la papauté au XIXe, au début du XXe. Donc il y a un mouvement d'islamophobie, il n'est pas encore répandu comme il est répandu certainement en Europe, et surtout on ne le perçoit pas beaucoup parce qu'on n'a aucun parti d'extrême droite structuré au Canada. Tandis que si vous voulez, en Europe, on a vraiment ce qu'on appelle des opérateurs idéologiques, c'est-à-dire des personnes qui mettent en mots cette espèce de peur phobique et qui le mettent en mots dans le cadre d'institutions, de partis organisés, que ça, là, ce qu'on appelle maintenant les droites radicales, c'est-à-dire en fait les extrêmes droites qui ont choisi de jouer le jeu électoral et de rentrer dans l'arène populaire pour essayer de gagner, pour gagner de l'influence et éventuellement essayer de gagner un peu de pouvoir dans les parlements. Bon, toutes ces droites radicales, il y en a au moins une quinzaine en Europe, il y en a dans chaque pays, sont islamophobes, et si vous rajoutez à ça les mouvements qui sont des corpuscules sur le web, qui ne sont pas structurés comme partis, mais qui représentent quand même une certaine opinion publique, c'est beaucoup plus répandu en Europe. C'est beaucoup moins répandu, sinon dans certains secteurs fondamentalistes protestants américains, mais c'est moins répandu aux États-Unis. Ah oui, Et Oui. ça, c'est pour le discours, disons, peut-être plus direct, directement anti-islam, affiché, assumé. Mais entre ça et la tolérance, la tolérance, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais en tout cas, il y a toute une gamme, il y a toute une gamme de nuances. Alors, c'est là ce que vous disiez au début qui est important, c'est-à-dire que il y a une telle méconnaissance, c'est pas simplement de l'islam et du Moyen-Orient, des gens de ce qui se passe en dehors, si j'ose dire, de leur village. Ils savent pas ce qui se passe en Chine, ils savent pas ce qui se passe en Afrique, ils savent pas ce qui se passe non plus en Amérique latine. Mais ils savent ce qui se passe au niveau de la plus grande violence au Moyen-Orient, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les opinions publiques ne sont pas faites pour comprendre. Et, excusez-moi, la plupart des journalistes ne cherchent pas à faire comprendre, mais plutôt à faire des scoops. On a de moins en moins de journalisme d'analyse, vu que ça coûte cher et que, en plus, il y a une rapidité de l'information qui fait que l'analyse n'est pas très payante. Et l'analyse, maintenant, se trouve vraiment l'information, la réelle information qui permet de comprendre quelque chose est très spécialisée et se trouve sur la toile, mais il faut savoir la chercher, puis il faut savoir la comprendre. Vous l'avez plus maintenant sur l'écran, à la télévision, comme on l'avait dans les années, je pense encore quand moi j'étais gamine ou adolescent, dans les années 60, 70, on arrivait à suivre à peu près de manière un peu objective ce qui se passait. Maintenant, c'est très très difficile, on n'a pas. Alors, dans la mesure où les gens ne savent
n'ont pas les ressorts et politiques et sociologiques de ce qui se passe à l'étranger, s'ils ont déjà les ressorts dans leur propre société. Et dans la mesure où on fait de l'information surtout visuelle à base de scoop et qu'on est en plus depuis quelques 20 ans dans des espèces de politiques de la peur que les gouvernements créent, que ce soit les pandémies, que ce soit le risque écologique, les accidents, tout ce que vous voudrez, le terrorisme ne fait que venir se placer dans ce contexte-là. Et là-dessus, vous rajoutez, alors on peut pas dire autrement, la barbarie des terrorismes islamistes, et particulièrement le dernier, là, de Daesh. C'est bien évident que ça peut donner un moment de panique, parce que ça fait peur et on comprend pas. Alors ça va, c'est exactement comme vous pouvez avoir un moment de panique quand vous voyez un pilote allemand, gentiment blanc, qui d'un seul coup décide de se suicider avec 150 personnes à bord. C'est du même ordre de la panique et de la peur, ça devient incompréhensible, irrationnel, et ça peut arriver n'importe quand. C'est aléatoire. Donc c'est vraiment ça la question de la peur actuellement, et le terrorisme là-dessus est tout à fait dans le cadre. Ça peut arriver n'importe quand, vous savez pas pourquoi, vous ne vous sentez pas responsable, et ça vous tombe dessus. Alors je pense qu'il va y avoir une peur, et ce qui est lamentable, à mon avis, mais ça c'est un jugement normatif, moral, c'est que effectivement ce qu'on appelle les opérateurs idéologiques, ce sont les gens qui profitent de cette peur et qui la mettent en mots, en termes, au lieu d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Si vous regardez ce qui se passe par rapport au terrorisme islamiste, il a tué 1000 fois plus de musulmans qu'il n'a tué de non-musulmans. Les premières victimes, bon, vous connaissez très bien la réalité, non? Les premières victimes sont des musulmans. C'est un compte à régler entre musulmans. Et c'est pour ça qu'on ne le réglera jamais de l'extérieur. C'est un compte interne des sociétés musulmanes. Les sociétés musulmanes sont des sociétés menées par des élites autoritaires, dictatoriales, prédatrices, qui vivent ou de la rente pétrolière, ou de la corruption, ou de la rente agraire, depuis à peu près d'un siècle maintenant, et particulièrement depuis l'après-guerre. Et donc ces élites-là, l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, les ont confortées, les ont appuyées. Donc elles ont une emprise colossale. Vous avez vu l'échec des printemps arabes et la répression que ça a donné, parce qu'elles ont tellement détruit les sociétés civiles qu'il n'y a plus de capacité de contestation. Il y a des capacités de révolte, mais il n'y a pas de capacité de s'organiser pour abattre le régime. Ça donne des retours de manivelle en un sens sous forme de révolte et sous forme ensuite de répression, carnage. Si on ne fait pas tout ça, l'islam fait peur. Oui. Parce qu'on le voit comme un monolithe, comme une espèce de culture bizarre, alors qu'on n'en voit pas du tout. Et la variété, et on assimile. C'est exactement penser à l'Amérique latine des années 60 ou des années 70. Il y a eu des mouvements terroristes plutôt violents, pensez aux Sautés lumineux, si vous vous souvenez, les FARC. Bon, les FARC, ça a duré 50 ans, hein. Oui. On n'a jamais dit c'est une question de catholicisme. Bon, évidemment, ces mouvements terroristes parlaient au nom d'une idéologie en général marxiste ou dite d'émancipation. Parlaient pas au nom du catholicisme. On n'a jamais attribué ça à la religion catholique. La question face au mouvement terroriste islamiste qui porte à confusion, et ils jouent là-dessus, d'ailleurs les idéologues qui mènent ces mouvements jouent là-dessus, ils sont pas plus musulmans que vous et moi en un sens. Mais ils savent que ça mobilise. Et que ça soit Al-Qaïda et particulièrement le califat est un mouvement à ce niveau-là, dit cyniquement extrêmement intéressant, parce que il veut contrôler un territoire, donc il a besoin de piétaille. Et tous les jeunes qui partent, ou tous ceux qui recrutent sur place, c'est de la piétaille. Et il y a peut-être là-dedans, sur les 30 000 qui représentent comme armée, disons, il y en a peut-être 1000 qui mènent le jeu. Et ça, c'est des idéologues, et ils savent très bien manipuler tout ça, et ils jouent à l'islam, parce qu'ils savent qu'il y a toute une série de jeunes qui vont être mobilisés. Pourquoi ils sont mobilisés? À mon sens, c'est très simple. C'est que tout ce qu'il y a eu comme mouvement de contestation dans les sociétés musulmanes, c'est-à-dire le libéralisme, le marxisme, le nationalisme, le panarabisme, tout a échoué. Rien n'a jamais réussi. Tout s'est trouvé face à une répression ou à une préemption par des élites qui ont complètement annihilé ces mouvements en un sens. Et la seule sphère de la société civile
où il y a encore un peu d'organisation qui reste et que toutes ces dictatures ont laissé en place, c'est la mosquée. Donc, quelque part, dans la représentation, dans la démarche, la motivation, le seul endroit, ça paraît absolument paradoxal en général pour un occidental qui est très sécularisé, sinon athée, le seul endroit où éventuellement vous avez un petit bout de, peut-être pas de liberté, mais de marge de manœuvre, c'est à la mosquée, et où vous avez un peu d'assistance sociale, d'aide. Et donc, c'est normal que, en plus, toute une génération à partir des années 70, vu l'échec du nationalisme, du marxisme, du libéralisme et tout ça, on dit, bon, la seule chose qui reste contre ces élites et cette corruption, c'est de moraliser la vie politique à travers l'islam. Bon, c'est une grande illusion, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça, c'est une utopie comme une autre. On a eu en Occident nos utopies, il y en a une en ce moment assez mortelle dans les pays musulmans. Bon, mais c'est ça. À partir de là, je me répète, si vous comprenez pas toute cette logique, effectivement, vous êtes face à une espèce de masse violente et vous comprenez pas du tout qu'est-ce qui l'anime, sinon une haine de l'Occident. Et la haine de l'Occident est colossale parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'interventions qui n'ont mené nulle part. Bon, ça, c'est pas une question simplement du Moyen-Orient. Et on a eu l'islam, on a eu l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Non, on connaît la politique occidentale en général dans les pays qu'on disait autrefois du tiers-monde. Donc, il y a un ressentiment. Et bon, ce ressentiment est exploité. Et on le dirige à la fois, on la dirige d'abord sur les populations locales pour les contrôler et essayer de damer le pion au pouvoir en place, ce qui n'arrive en général pas en fait, et on les dirige aussi contre l'Occident, dans un pur geste en fait qui n'est pas, à mon sens, qui n'est pas politique, qui est un geste, enfin, certains l'analysent comme une contestation irrationnelle qui va nulle part, mais tout à fait légitime. Moi, je pense que c'est une contestation qui va effectivement nulle part et qui n'est pas tout à fait légitime puisqu'elle tue ses propres acteurs, en fait. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que tout ce que vous êtes en train de nous expliquer là, c'est ce qu'on ne comprend pas ou qu'on comprend très mal ici chez nous, ce qui porte finalement à la crainte, ce qui peut porter à la haine. Et vous disiez aussi, le problème, c'est que cette crainte-là, elle est instrumentalisée aussi chez nous. Comment? D'abord, une espèce de panique qu'on a à peu près dans toutes les sociétés occidentales, qu'on est en train de perdre, que la classe moyenne est en train de perdre de ses acquis, qu'elle est en concurrence illégitime avec des immigrés, des étrangers. Donc là-dessus, ils surfent sur cet ethno-nationalisme, qu'on appelle ici l'histoire des deux souches. Ils surfent sur la question de la peur du terrorisme, donc la peur de l'islam avec l'amalgame islam égale terrorisme, dont on vient de parler. Ils surfent aussi sur la question des femmes, parce que le mouvement féministe est autoritaire, mais le mouvement féministe autoritaire est complètement en perte d'influence en Amérique du Nord, c'est pas qu'au Québec. Il se refait une virginité et reprend l'influence en surfant sur la question que l'islam serait misogyne, parce que les femmes sont cachées, parce que ceci, cela, sans s'occuper que la plupart, dans la majorité, ça on le sait par les enquêtes, des femmes qui par exemple portent le hijab en Occident le font volontairement. La plupart de celles qui portent la burqa au Canada le font par pure provocation, et non pas parce qu'il y aurait un aîné, un imam ou je sais pas qui viendrait leur imposer. On n'est pas en Afghanistan. Ils surfent aussi là-dessus, au fait que donc tous ces gens-là, toutes ces femmes-là seraient des espèces d'aliénés un peu arriérés, qui n'ont pas de tête et qui sont menées par des hommes. Une femme a le droit de se mettre du rouge à lèvres comme elle a le droit de se mettre quelque chose sur les cheveux ou de s'habiller comme elle voudra. Ça fait partie de nos systèmes. Je vois pas pourquoi, d'un seul coup, la norme changerait pour une musulmane. Bon. Maintenant, si vous me prouvez que la femme ou la gamine surtout, a été obligée de porter le tchador ou de se marier, ok, on est d'accord, on est dans le droit criminel et tout va très bien. Donc, ils surfent sur ce soi-disant misogynie de l'islam, sur l'ethno-nationalisme, sur la peur du terrorisme. Vous le mentionnez en tout début d'entrevue aussi que ça se voit un peu plus fortement dans les sociétés catholiques à cause de l'histoire avec la religion. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez un peu aussi dans le Canada anglais ou pas du tout? Il y a une forme d'islamophobie, oui, dans une forme de protestantisme qui est très pro-Israël à cause de la croyance que donc
l'utopique, le millénarisme, et que donc il y aurait une espèce de fin du monde en Israël, dont réchapperait une partie de la population d'Israël et de l'humanité. Donc il faut protéger Israël, donc souvent ceux-là sont islamophobes. Et il y a une forme d'islamophobie qui est de même ordre que celle du mouvement féministe que j'appelle autoritaire. Ce qui, je trouve, le plus dramatique, ou le plus comique peut-être, dans toute cette forme d'islamophobie, c'est que c'est vraiment un produit du colonialisme français. C'est la répétition intégrale de ce qui se dit en France dans les milieux islamophobes. Bon, donc vous n'avez pas cet héritage au Canada anglais. Au Canada anglais, vous avez un héritage, disons, il est plutôt anglo-britannique. Il y a reçu des anglo-britanniques qui sont assez indifférents, ou parce que c'est leur croyance en la liberté et la vie privée, ou alors c'est l'héritage américain, et l'héritage américain, alors que c'est un pays, on peut pas dire laïque, parce que le terme historiquement est faux, mais c'est un pays de forte séparation de l'État et de la religion, beaucoup plus qu'en France par exemple. Ce pays, la société elle-même, la société civile, si l'État est absolument religieux, la société est très religieuse. Donc là-dessus, la question de la liberté des minorités religieuses est assez bien protégée, et non seulement protégée parce qu'elle est protégée au Canada, mais elle est ancrée dans les mœurs. Mm-hmm. Et vous avez qu'à voir le débat qu'il y a actuellement, je sais plus si c'est une loi en Arkansas où ils veulent introduire dans la loi de l'État le droit de protéger la liberté religieuse de quiconque contre n'importe quelle ingérence. Et que donc là-dessus, les homosexuels se sont mis en colère en disant quelqu'un pourrait nous refuser un service au nom de sa croyance religieuse parce qu'il est contre l'homosexualité. Ouais, qui a déjà été adopté. Ça fait tout un débat. Et ça, c'est évident que si ça va en Cour suprême, ils vont perdre. Ouais. À nous donc de prendre du recul, de se renseigner, d'essayer de comprendre. Et c'est ce que vous nous avez aidé à faire ce matin, Denise Elie. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire à l'Institut national de recherche scientifique à l'INRS. Il était question avec vous de cette peur de l'islam. Merci infiniment. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.